Donc en effet, on m'a demandé de clarifier en fait les notions d'obligation d'employeur dans le cadre en effet du risque chimique et comment est-ce que les médicaments en fait s'insèrent dans cette réglementation. Donc c'est pourquoi je vais en premier lieu aller sur ce champ d'application pour expliquer pourquoi en effet notre réglementation ce risque chimique s'applique bien aux médicaments. Ensuite, du coup, ce qu'il en découle en termes d'obligations, et j'irai vraiment sur les obligations essentielles, on n'ira pas dans le détail du risque chimique. Et en effet, maintenant, on regarde de ces obligations, comment le protoxyde d'azote pareil, va s'insérer, et au regard aussi de la classification, et puis on l'a vu par exemple du rapport de l'ANSES. Alors, en premier lieu, donc, je vais aller sur les deux définitions qu'on a dans le Code du travail et qui sont identiques à celles des réglementations européennes, qui est donc la notion d'agent chimique dangereux, donc un agent chimique dangereux au titre de la réglementation. Donc c'est en premier lieu un agent chimique pour lequel en fait on va identifier des dangers au regard des critères du règlement qui a été donc présenté par les collègues de l'INRS, donc le règlement de classification et étiquetage, ou, donc ça c'est la deuxième ligne, là c'est assez spécifique des agents chimiques dangereux, un agent chimique pour lequel on a d'autres informations pour lequel on peut avoir un risque sur la santé et la sécurité des travailleurs. Donc ça c'est assez important parce que donc là tout à l'heure on a parlé vraiment de la substance protoxyde d'azote, mais le médicament en soi, c'est-à-dire la boîte de médicaments telle qu'elle est mise sur le marché, elle n'est pas soumise aux obligations d'étiquetage. C'est-à-dire qu'on n'a pas sur une boîte de médicaments le classement des substances ou tel que ce produit, s'il avait été soumis comme un produit chimique classique, ces mentions de danger telles qu'on les aurait. Mais donc cette deuxième ligne en tant que telle nous dit, de toute façon, si on sait qu'il y a des effets sur la santé, tels qu'on peut éventuellement les identifier dans le résumé de caractéristiques des produits, qui a été présenté donc, par la collègue de la NSM, on devrait donc prendre en charge donc, ces agents chimiques dangereux. Donc là, le médicament, en termes d'agents chimiques dangereux, est assez clair et rentre bien dedans. La question se posait un peu plus, en fait, quand on a donc, des agents, donc là c'est la sous-catégorie, donc, pour laquelle on a un renforcement donc, des dispositions dans le Code du travail, pour les cancérigènes, les mutagènes et les toxiques pour la reproduction, qui là, en fait, on retrouve cette ligne de reconnaissance vis-à-vis des critères donc, du règlement CLP, mais on ne retrouve pas cette toute autre information sur les dangers qui permet justement d'indiquer, ou des substances, des mélanges ou des procédés qui sont identifiés spécifiquement dans un arrêté. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, nous, au niveau du champ de travail, d'identifier des procédés spécifiques pour lesquels la réglementation CLP ne s'applique pas, mais qu'on peut dire non, ça c'est bien des effets CMR. Et donc on a eu beaucoup de discussions en interne au niveau français qui nous ont éventuellement mené à dire est-ce qu'il faut qu'on mette certains médicaments dans cet arrêté spécifique. Et en fait, c'est grâce à des discussions au niveau européen qui ont abouti en 2022 et avec notamment une déclaration qu'on verra donc, conjointe du Parlement et du Conseil, donc, ce qui est quand même assez important de dire que non, il y a du fait simplement que les substances dans le médicament en fait, sont bien classées au regard du règlement CLP. En fait, les gens sont exposés à ces substances de façon individuelle et pas juste aux médicaments. Et donc la réglementation s'applique sans qu'on ait besoin de la modifier. Donc en fait, la réglementation qui est en place depuis plus de 20 ans sur les CMR, en France et puis au niveau européen, s'appliquait déjà. Donc ça, en fait, c'est déjà un point majeur pour nous de dire on doit bien appliquer cette réglementation sur risque chimique. Et donc avec la dernière qui est vraiment assez claire, c'est toutes les exigences de la directive donc, relatives au CMR, mais on a exactement quasiment les mêmes dispositions dans le Code du travail, voire un peu plus renforcées, s'appliquent donc à ces médicaments qu'on appelle dangereux. Donc ça, c'est juste le vocabulaire européen, parce qu'on était dans les discussions sur les CMR, mais ça couvre bien tous les médicaments. Et donc à ce titre-là, on va pouvoir dérouler en fait les dispositions du Code du travail relatives aux risques chimiques, et avec, vous retrouverez dans les diapos les références aux articles, je ne vais pas les citer, toute la démarche assez classique qui est assez commune qu'on soit un agent chimique dangereux ou un CMR, et avec des petits points supplémentaires. Donc le premier point d'importance, c'est de toute façon, l'employeur doit bien prendre en compte dans son évaluation des risques l'exposition aux médicaments et toute leur manipulation. Et donc l'alimenter dans le document unique d'évaluation des risques professionnels au regard des risques identifiés et des solutions mises en place. Comme l'ont indiqué les collègues de l'INRS, on a des objectifs de prévention en fait, qui sont déjà tracés dans la réglementation, qui sont assez forts. Pour un agent chimique dangereux, il faut réduire le risque au minimum. Et pour un cancérigène, mutagène, reprotoxique, vu que de temps en temps, on n'a pas d'identifié de seuil en fait, pour certains effets, principalement pour les cancérigènes, c'est aussi bas que techniquement possible. Et aussi parce que de temps en temps, les valeurs de référence ne couvrent pas tous les effets. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller aussi bas que possible. Et donc après, on rentre dans une démarche de gestion des risques assez classique, avec la hiérarchie des mesures de contrôle.
avec la substitution, des mesures organisationnelles, la protection collective et éventuellement des équipements de protection individuelle à la fin ou en combinaison avec les autres options. Donc ça, on verra justement, je pense, à travers la présentation de toute la journée, différents échos en fait à cette différente hiérarchie des mesures de contrôle. Point important et qui est, je pense, assez majeur pour la discussion d'aujourd'hui, qui est justement quand on a eu ces discussions au niveau européen sur le médicament, c'est un CMR, normalement, on doit le substituer si possible. C'est-à-dire que dans une entreprise classique, si on a un solvant qui est cancérigène, il faut essayer de trouver un autre solvant qui ne l'est pas. Le point ici qui a été vraiment soulevé, c'est qu'il ne faut pas que cette substitution soit préjudiciable à la santé des patients. C'est-à-dire qu'on doit maintenir l'accès au meilleur traitement en fait, aux patients dans le cadre de ces substitutions. Donc, c'est seulement si on a vraiment une équivalence en termes d'effet. Donc, ça, c'est un point important derrière, je pense, dans le débat. Donc là, j'ai principalement parlé des obligations qui sont dans le Code du travail sur le risque chimique en particulier, mais on a d'autres parties du Code du travail qui visent en fait les lieux de travail. Et dans ces aspects-là, on va parler d'aération notamment et d'assainissement de l'air des locaux de travail. Et à partir du moment où on a une émission de substances chimiques dans un local, on va appeler ça un local à pollution spécifique. Et dans ce cadre-là, pareil, on a de nouveau des obligations en termes d'objectifs de ventilation générale, de bonne aération juste du local, et aussi de suppression des émissions nocives et, si possible, en fait, une captation au fur et à mesure de leur production. Et donc là, je pense qu'on aura pas mal de solutions qui seront présentées à ce titre. Ensuite, donc, au-delà, je dirais, des mesures de prévention derrière, on va avoir d'autres dispositions. Donc, principalement, on va avoir le contrôle de l'exposition. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis des choses en place, il faut vérifier si ça fonctionne pour protéger les travailleurs. Quand on a des valeurs limites réglementaires, donc, on a un contrôle qui est obligatoire et annuel à réaliser. Et donc, avec des valeurs limites d'exposition professionnelle qui sont réparties dans le Code du travail selon 2 catégories. Ensuite, c'est important aussi, parce qu'il a bien été rappelé par les collègues de l'INRS, c'est que ces valeurs de référence, c'est un feu rouge, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les dépasser. Par contre, ce n'est pas un feu vert, si on est juste en dessous, c'est bon, tout est bien. Il faut vraiment continuer à descendre aussi bas que possible, parce que y a cette VLEP très précise sur certains effets, ne prend pas tout en compte, notamment si on a des expositions à travers la peau, par exemple. Ce n'est pas forcément le cas du méopa, mais pour d'autres substances, on peut être exposé par inhalation, et puis avec un contact cutané, ça va passer, et là, ces limites ne le prennent pas en compte. Ensuite, un point majeur, pareil, qui a été, de toute façon, entre prévention et réglementation, on est très très proche, c'est l'information et la formation des travailleurs. Le premier point important, c'est d'expliquer aux travailleurs ce à quoi ils sont exposés, c'est quoi les risques pour leur santé. Et par rapport à ça, justement, aussi, ils vont bien prendre conscience de la nécessité de bien suivre les mesures de prévention. Et derrière, c'est les former. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met des mesures de gestion en place, il faut surtout former les gens à les utiliser. C'est-à-dire que c'est bien de donner un bon matériel aux gens. Si on ne leur explique pas comment bien positionner un masque, bien vérifier que ça fonctionne quand on travaille sous une hotte, etc., en fait, ça ne sert à rien, ça ne fait même pas la moitié du boulot. Donc c'est pour ça que cette formation à l'utilisation des équipements au global de prévention sont très importants, et encore plus aux équipements individuels, qui doivent être en plus vraiment choisis spécifiquement, adaptés à la personne, à la morphologie. C'est vraiment des critères majeurs à ce niveau-là. Nouveau point qui a été réinstitué justement l'année dernière en fait, par un décret applicable depuis le 1er juillet 2024, c'est la traçabilité des expositions des travailleurs aux agents chimiques cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Ça, c'est une liste sur laquelle, de façon individuelle, on doit, en face de chaque travailleur, identifier les substances auxquelles il est exposé et la description de ces expositions. Donc, il y a des façons de faire pour que ce soit assez aisé, mais ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est assez majeur. La traçabilité, elle commence dans l'entreprise pour avoir derrière une transmission aussi aisée pour le service de santé au travail, pour qu'ils puissent identifier quel travailleur je dois suivre, dans quelles conditions. Donc ces informations, elles sont mises à disposition du travailleur de façon individuelle, c'est-à-dire que chaque travailleur doit être en capacité d'avoir accès à ces informations. Et le CSE ou l'équivalent dans le secteur public va avoir accès à un format anonymisé de cette traçabilité, mais notamment, c'est-à-dire que c'est un fait important. Et cette liste est transmise au service de santé au travail et conservée 40 ans. Et donc, comme l'a bien présenté l'INRS, derrière tout ça, on a un suivi de l'état de santé des travailleurs, donc de façon générale pour les ACD. Et si on est exposé à des CMR, c'est un suivi renforcé, adapté à la substance. Et point très important, pareil, qui a déjà été présenté, c'est l'interdiction d'exposer des femmes enceintes et allaitantes à des agents reprotoxiques. Donc ça, c'est un point majeur à viser.
Et notamment, c'est-à-dire que si les personnels soignants ne sont pas au courant de ce à quoi exposer, de la façon, ils n'auront pas aussi cette notion de dire aussitôt que possible, j'ai besoin d'informer mon médecin en premier lieu, le médecin du travail, et après la communication avec l'employeur sur comment est-ce qu'on peut arranger les choses pour être changé de poste ou autre, le temps donc de la grossesse et notamment aussi des phases d'allaitement. Donc on a parlé justement de façon générale de cette disposition, mais je voulais revenir un petit peu justement sur cette problématique et là je me mets à la place par exemple d'un gestionnaire d'établissement ou de gens qui s'occupent d'équipes qui manipulent des médicaments, qui là il se pose la question comment est-ce que je fais du coup pour savoir si je n'ai pas ces éléments de danger en fait indiqués sur ces médicaments pour identifier lesquels sont vraiment dangereux, lesquels je dois prendre en compte dans mon évaluation des risques. On sait que pour les médicaments les plus dangereux, notamment ceux qui avaient lancé des grosses alertes, c'était tous les traitements anticancéreux. Il y a certains fabricants qui commencent à mettre des informations spécifiques sur ces dangers, voire à proposer en fait des fusionnés de sécurité comme des produits chimiques classiques. Donc ça, en effet, je pense que c'est des très bonnes pratiques à suivre du côté donc, industrie pharmaceutique. Mais quand on est du côté utilisateur, une des sources, alors c'est pas évident, on le sait, c'est d'aller chercher en fait les classements des principes actifs principalement, parce qu'en général c'est les plus toxiques dans la formulation. Et bon, même si c'est un travail de fourmi, en fait il faut aller chercher individuellement ces composants. Alors pour essayer de remédier à ça, donc en effet nous, la Direction générale du travail, donc il y a quelques années déjà, quand on réfléchissait éventuellement à cibler seulement certaines substances, on avait demandé à l'ANSES d'identifier. Donc à l'époque, on avait ciblé des cytostatiques pour savoir lesquels on pourrait identifier comme cancérigènes, mutagènes, neuroprotoxiques. Et donc c'était un travail sur un temps assez restreint, donc c'est pour ça qu'on avait pu travailler que sur 18 substances. Mais dans l'élan européen qui avait suivi, donc on a eu des travaux sur lesquels on a pu mettre en coopération donc les deux agences principales, donc l'Agence européenne des produits chimiques, qui elle gère le règlement CLP, et de l'autre côté l'Agence européenne du médicament, pour établir une liste indicative qui, on va dire, est officielle par la Commission européenne. On peut trouver, donc là, il y a une référence qui est indiquée sur la diapo, et donc dans lequel on a pu identifier entre 200 et 300 substances actives, médicaments, et aussi donc des produits par exemple d'exploration fonctionnelle, qui sont identifiés CMR, AA ou 1B, donc sur lesquels on devrait appliquer la réglementation spécifique au CMR, et donc toutes les dispositions renforcées. Maintenant, le protoxyde d'azote, donc on a bien présenté en effet cette classification, un petit peu d'historique. Donc en effet, c'est la France. Donc au travers de notre programme national, on a demandé entre différents ministères à l'ANSES, donc c'est le ministère du Travail qui est autorité compétente sur le règlement CLP. Donc on a demandé à l'ANSES de travailler sur cette proposition de classification harmonisée qui a été proposée au niveau européen. Donc cette classification de l'ANSES a été reprise à l'identique par les comités d'évaluation des risques européens. Donc ça c'est un point majeur. Avec un avis en 2023. Et derrière, ce qu'on appelle un règlement délégué. Donc c'est un règlement qui permet de mettre à jour la grande liste des substances pour lesquelles on a une classification harmonisée. Donc, c'est un règlement de début 2025, pour lequel on a une date d'application au 1er février 2027. Cette date d'application, ça ne veut pas dire que on travaille à partir de février 2027. C'est au-delà de 2027, il faut être prêt, il faut avoir tout en place au regard de ces dispositions. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que maintenant, de toute façon, comme ça vient été dit, l'Europe a reconnu au travers de cet acte délégué donc les effets neuroprotoxiques, notamment, principalement de cette substance. Donc il faut agir dès maintenant. Parce que de toute façon, c'est du temps gagné, en fait. Et puis, on sait que c'est des changements importants qui prennent du temps. Et dernier petit point, donc en effet, on a parlé de la valeur limite de l'ANSES qui a été proposée. Donc, pour l'instant, en effet, elle n'est pas réglementaire. Mais donc, c'est des travaux qu'on va avoir, je pense, justement, avec le secteur hospitalier sur comment est-ce qu'on peut sous quel délai on peut la rendre applicable ou autre. Voilà.